comme on se retrouve, ça faisait longtemps, hein. Donc, aujourd'hui, ou du moins tout de suite, nous allons parler du Noël de Mickey. Alors, le Noël de Mickey, c'est un moyen-métrage réalisé par Bernie Mattinson. Bernie Mattinson, au moment où il a fait le film, était en train de travailler sur Taram et le chaudron magique, qui a vu sa production être un peu tumultueuse. Et en fait, ça permettait de faire un travail pour un peu mieux souder les équipes. Sachant que Bernie Mattinson, de base, il a été embauché en 1953 par Disney pour distribuer le courrier et il a monté petit à petit les échelons. Voilà. Mais sinon, entre-temps, il a travaillé sur plein de films d'animation. J'ai pas forcément les exemples, mais entre autres, il a assisté beaucoup d'animateurs, dont les grands animateurs, les Nine Old Men, qui ont du coup travaillé, entre autres, sur La Belle au Bois dormant, sur tout un tas de classiques Disney, en fait. Et donc, le Noël de Mickey, de quoi il s'agit? Eh bien, écoutez, c'est encore une adaptation de Christmas Carol de Charles Dickens, dont je vous ai parlé un peu plus tôt avec le Noël chez les Muppets ou quelque chose comme ça. C'était pour ça que j'ai voulu en fait ne faire que 2 films sur justement le Christmas Carols, parce qu'en fait il y en a eu énormément et que je partais du principe qu'au bout d'un moment ça allait commencer à devenir répétitif. Donc en fait le truc c'est que le Noël de Mickey permet en fait de réinterpréter le conte en utilisant plusieurs personnages propres à l'univers de Disney, donc en ayant Scrooge qui est interprété par j'arrive plus à trouver son nom. Picsou. C'était compliqué. Il y a Cratchit qui est interprété par Mickey et le reste de sa famille aussi. Donald Duck, c'est donc le neveu de Picsou. Enfin, Donald Duck joue donc le neveu de Scrooge, dont je me souviens plus forcément le nom et c'est pas forcément le plus important. Mais il y a aussi d'autres caméos, entre autres de Coquin de printemps, il me semble. Il me semble que c'est ça. Qui est une suite en fait de courts-métrages, de courts et moyens-métrages qui a fait Disney. Je vais vérifier si c'est bien Coquin de printemps et si je me trompe pas avec autre chose. Mais entre autres, il y a des personnages donc du coup qui réapparaissent de ces films-là. Mais j'arrive, je vais vérifier. Et donc en fait, je me suis trompée, c'était pas Coquin de printemps, mais Le Crapaud et le Maître de l'école, qui est composé de 2 moyens-métrages, donc avec l'histoire du cavalier sans tête, qui a comme nom La légende de la vallée endormie, et La mare aux grenouilles, avec donc les personnages qu'on peut voir apparaître dans le film Le Noël de Mickey. Il faut savoir que de base, en fait, d'où est venue cette idée, c'est-à-dire que comme je l'ai expliqué, il y avait quelques difficultés au niveau du travail de Taram et le chaudron magique, et l'un des principaux animateurs qui a travaillé dessus, en fait, est allé voir sa femme qui travaillait d'ailleurs aussi à Disney, et ils se sont sortis en fait un vieux vinyle de Noël, qui est un vinyle en fait qui donc raconte les histoires de Mickey avec plein d'autres personnages, comme en fait ça a été un peu fait dans le Noël de Mickey, mais avec des personnages type Merlin l'Enchanteur, ce genre de choses. Et en fait ça mélange tout plein de personnages pour raconter en fait l'histoire de Christmas Carol, et donc ces personnages l'interprètent chacun un personnage phare, donc le fantôme, je crois que le fantôme du passé, donc c'est Merlin l'Enchanteur, le fantôme du futur, c'est Jafar. Bref, tout ça pour dire qu'il y a autant de personnages que ça qui ont été utilisés dans le Noël de Mickey, entre autres. Mais donc, dans la version du vinyle en fait qui est sortie en 1974 et 2 ans plus tard chez nous, d'ailleurs narré par Roger Carrel, celui qui fait la voix d'Astérix et Obélix. Il est entre autres connu pour ça, mais il a fait plein d'autres voix, entre autres pour plein de Disney différents d'ailleurs. Et qu'on retrouvera d'ailleurs dans le Noël de Mickey, mais j'y reviens plus tard. Bref, tout ça pour dire que c'est comme ça que s'est construit le projet en tout cas. De base, Bernie Mattinson était en train de travailler sur Taram et le chaudron magique, et il en a eu marre et il est parti faire le Noël de Mickey. Voilà. Il faut aussi savoir que de base c'était censé être une comédie musicale, mais en fait au moment où ils ont proposé ça, en fait les équipes donc de producteurs dans Disney ont expliqué que ça serait un film vraiment peu rentable, vu qu'il ne serait potentiellement que possiblement diffusable au moment de Noël.
Donc du coup, ça ne les arrangeait pas trop. Ils ont préféré en fait ne pas mettre autant de budget sur un film et ont préféré en faire un moyen métrage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi le Noël de Mickey de base était censé passer à la télé, mais au final il y a eu des empêchements, enfin qu'importe. Et finalement en fait il a été diffusé juste avant un long métrage, donc qui était Bernard et Bianca tout court, j'allais dire au pays des kangourous, mais non, c'était juste Bernard et Bianca. Et c'était la première fois en fait qu'on revoyait Mickey au grand écran. Première fois depuis 1953 quand même. Voilà, en sachant qu'on était dans les années 80 là. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que de base, donc je vous avais parlé du vinyle, en fait, qui a été écrit et donc narré par Alan Young, qui après, par la suite, donc fera la voix de Scrooge dans le court-métrage, enfin le moyen court-métrage, Le Noël de Mickey. Je trouvais ça assez marrant. Et d'ailleurs, on retrouve encore une fois Roger Carrel, qui, en fait, donc le fantôme du Noël passé, c'est Jiminy Cricket qui l'interprète, entre guillemets. Et donc, Roger Carrel a donné sa voix à Jiminy Cricket, comme il l'avait fait pour Pinocchio. Entre autres, pour vous donner un petit peu d'indications sur les animateurs qui ont travaillé sur ce film, il y a entre autres Glenn Keane, qui a entre autres animé des personnages comme La Bête, Ariel, Tarzan ou encore Réponse par la suite. Donc c'est de ceux qui ont fait du coup le renouveau en fait de Disney dans les années 90. Vous savez que Disney a une grosse période descendante, d'ailleurs au niveau de Taram et le chaudron magique, parce que en fait ils n'arrivaient pas à relancer le truc, au niveau de Roxy Rookie aussi, etc. C'était vraiment une période où Disney était en creux et était en phase de vraiment s'effondrer. Et c'est que par la suite, dans les années 90, que du coup il y a eu La Petite Sirène, La Belle et la Bête, etc. Et que ça a redonné goût en fait aux gens de regarder du Disney, parce que ça avait pris une nouvelle tournure, on va dire. Il y a aussi John Lasseter. Alors malheureusement, John Lasseter, j'ai pas tellement envie de lui donner du crédit, même si il a été très important dans le travail de Pixar, de Walt Disney, de Walt Disney Imagineering, pardon. Mais le problème, c'est que en fait, il a été accusé de harcèlement sexuel parmi ceux qui ont été accusés lors de l'affaire Weinstein, donc Toz. Et du coup, il a quitté ses fonctions en 2018, par ailleurs. Et enfin, je voulais juste vous parler de Eric Larson, donc du coup, qui fait partie des Nine Old Men, où je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est, comme ça sera un peu plus clair pour vous, qui a travaillé que ce soit sur Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, etc., jusqu'à du coup en 1983 le Noël de Mickey, mais on lui doit aussi en fait le moment en fait dans les années 70 où Walt Disney a recruté de nouveaux animateurs, dont Don Bluth, qui est pépite. Un jour peut-être que je vous en parlerai, mais là il n'y a pas de film de Noël, d'animation en tout cas, dont a pu faire partie Don Bluth, mais Don Bluth est vraiment un très grand animateur, fait partie, est un très grand animateur. Et il y a Tim Burton, voilà, Henry Selick qui a fait Coraline et qui a fait le Noël de Monsieur Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin voilà, les succès soit de Disney, soit de leur propre maison de production. Don Bluth a créé la scène, entre autres Tim Burton est parti de Disney, Henry Selick, donc il a fait partie de Disney, mais il me semble qu'il est parti aussi. Il travaille entre autres pour le studio Laika, qui est un grand studio d'animation qui est vraiment magnifique par ailleurs, qui mérite beaucoup de bonnes choses. Je n'ai pas d'exemple, mais bon voilà. Bref, tout ça pour vous dire que grâce à Eric Larson, en fait, on a pu avoir déjà beaucoup de films d'animation de Disney de très bonne qualité, mais aussi en fait un renouvellement au niveau des animateurs qui ont pu lui succéder. Il a pris d'ailleurs sa retraite en 1986, en sachant qu'il avait quand même travaillé sur Blanche-Neige et les 7 nains en 1937, pour vous dire à quel point ça date. Voilà. Et il est décédé malheureusement le 25 octobre 1988. Donc pour vous parler un petit peu plus des 9 sages de Disney, autrement appelés en anglais les Nine Old Men, ils étaient en fait le noyau dur vraiment de l'animation dans l'âge d'or de Disney, entre autres, que ce soit depuis Blanche-Neige et les 7 nains jusqu'à Les Aventures de Bernard et Bianca, donc de 1937 à 1977. Pour vous dire, il y avait donc les Clarks, Eric Larson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Franklin, dit Frank Thomas, Ward Walrath Kimball, les noms vont être horribles, Milton Erwin, dit Milt Kahl, Oliver Martin, dit Ollie Johnson Jr., Wolfgang, dit Wooly Reiserman, John Laundberry,
Lounsbury, et Mark Fraser Davis. D'ailleurs, en fait, les 9 sages de Disney, ce sont eux qui ont mis en place, en fait, qui sont crédités en tout cas de l'invention des 12 principes de base de l'animation. C'est-à-dire, en fait, ce sont des principes qui permettent, en fait, d'avoir une animation souple. Et, voilà, ce sont des règles, comme il y a des règles en typographie, comme il y a des règles en tout un tas de choses. Et si vous vous renseignez, vous saurez... regardez en vrai ce que c'est les 12 principes de base de l'animation, parce que je pense que ça me prendrait trop de temps de l'expliquer, mais peut-être qu'un jour, je prendrai le temps si ça vous intéresse. Voilà. Ah oui, dernière petite chose, donc c'est un surnom qui a été trouvé par Walt Disney en référence en fait aux 9 juges de la Cour suprême des États-Unis de Franklin Roosevelt. Voilà. Voilà, c'était la petite référence et c'est Walt Disney qui l'a trouvé. Le Noël de Mickey marque aussi la transition entre 2 doubleurs de Mickey. Entre autres, de base, donc c'était Walt Disney qui doublait Mickey de base. Puis ensuite, c'est passé à Jim McDonald qui en fait faisait la voix de Mickey, mais qui en fait devenait trop âgé pour avoir cette espèce de petite voix qu'avait Mickey qui fait les « oh oh ». Voilà, il avait du mal en fait à avoir à nouveau cette espèce de grain de voix en tout cas, et c'est repris par Wayne Allwyn qui de base est un jeune technicien des effets spéciaux. Et donc c'est la première fois dans un film qu'il double Mickey et il va continuer jusqu'en 2009. Mais on pouvait déjà l'entendre dans les parcs d'animation de Disney en tant que donc, Mickey. Et j'avais une dernière petite anecdote à donner sur le fait que en fait, l'animateur qui a travaillé donc, sur le Christmas, sur le fantôme des Noëls présents, en fait, s'est inspiré de la démarche de son enfant de 18 mois je ne sais pas si je l'ai bien articulé, mais il s'est inspiré de la marche de son enfant de 18 mois pour rendre en fait le tout un petit peu pâteau et compliqué à se déplacer, surtout que c'était un grand géant donc du coup qui se déplace dans une petite ville et qui a presque du mal à se déplacer entre les différentes maisons. Donc je trouvais ça plutôt amusant et adorable. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis cette fois à demain pour un nouveau film. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et bisous. Alors, aujourd'hui, on parle de Love Actually. Love Actually, c'est un film qui a été réalisé par Richard Curtis. Bon, c'est un film culte, hein. Je me doute que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. Normalement. Donc c'est un film de Richard Curtis qui est un peu spécialisé justement dans les comédies romantiques anglaises. C'est lui entre autres qui a réalisé Bridget Jones, Coup de foudre à Notting Hill et un troisième dont je me souviens plus trop. Mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, Richard Curtis il est spécialisé là-dedans. Et il faut savoir que on va principalement parler de lui en tout cas durant ces petites anecdotes. Bon, au niveau du casting, on a du lourd. On a du Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson, Alan Rickman, Billy Nagy, je sais jamais comment prononcer son nom. Colin Firth, Caroline Knightley, pareil, impossible à dire pour moi. Je suis en train d'essayer de lire, voir si j'en loupe. Il y a Martin Freeman aussi. Bref, il y a tout un tas de grands acteurs anglais qui sont sur ce film. Le casting en vaut le détour, mais c'est pour ça que je vais pas forcément m'attarder, parce que sinon, en fait, j'aurais jamais fini. Comme dit Martin Freeman, c'est Bilbo le Hobbit. Hugh Grant, bon, il joue dans tous les films de Richard Curtis, donc voilà. Liam Neeson, Tekken, ouais, c'est ça. Emma Thompson, Nanny McPhee, c'est aussi... Professeur Trelawney, d'ailleurs Alan Rickman c'est Severus Rogue, bref, toute une palanquée d'acteurs qui, je pense que si je devais faire une présentation de chacun des acteurs, je pense que j'en aurais encore pour demain, voilà. Bon, Love Actually, de quoi ça parle? Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, en gros, c'est mes cheveux, plus ça ira dans la vidéo, plus ça va devenir catastrophique, voilà. Placez-vous quelque part, mais placez-vous, arrêtez de bouger. L'histoire de Love Actually, c'est justement plein de petites histoires d'amour en fait qui se passent dans les alentours de Noël. Et du coup, il y a plus ou moins à chaque fois un couple de 2 personnes. Bon, hétéros, bon, généralement ils sont blancs, bon, voilà.
Mais bon, tout ça pour dire que dans Love Actually, il y a tout qui finit bien. À chaque fois, c'est des belles histoires d'amour. Il y en a des qui sont plus drôles que d'autres. Il y en a même des qui sont pas forcément que des histoires d'amour. Il y a des histoires d'amitié, des histoires un petit peu juste sexuelles. C'est... Voilà, ça parcourt un petit peu plein de petites histoires d'amour qui sont plutôt sympas. Et justement, tous les personnages, en fait, ont tendance à se connaître. Soit sont le frère ou la sœur d'un, soit se connaissent parce qu'ils se sont mariés à un moment. Enfin... C'est plutôt intéressant. Et comme dit, en fait, non, toutes les histoires d'amour ne se finissent pas bien parce que la relation avec Emma Thompson et Alan Rickman, hier, je viens de me rendre compte qu'il y avait le professeur Trelawney et Severus Rock qui sortaient ensemble. Bref, la relation avec Emma Thompson et Alan Rickman ne se finit pas forcément bien. Bref, c'est plein de petites histoires d'amour. Très mignonnes, soit dit en passant. Hein. Alors bon, Richard Curtis, il est un petit peu expert là-dedans, donc vraiment c'est un bon film, c'est un film culte de Noël, un peu comme Bridget Jones, je crois que c'est aussi considéré comme un film de Noël, mais voilà, c'est du bon petit film à regarder, sans se prendre la tête, etc. Il y a juste... En fait, c'est des petites histoires, c'est tout doux, c'est facile à comprendre, il y en a même certaines qui sont un peu plus attendrissantes que d'autres, enfin, voilà. En vrai, c'est un bon film, hein, en soi. Alors d'ailleurs, apparemment, en fait, Richard Curtis aurait mis sa propre histoire d'amour et aurait fait interpréter un personnage à son propre personnage à l'un des acteurs. Et c'est, vous savez, la scène avec le mec avec les pancartes là, que moi je trouve ultra creepy. Enfin, genre le mec en général, je le trouve creepy. C'est-à-dire qu'à quel moment, en fait, tu vas filmer que la mariée, tu vas garder la cassette pour toi, tu vas ensuite aller devant chez elle. Alors que le marié, c'est ton meilleur pote. Hein. Et puis lui parler avec des pancartes. Bref, apparemment, c'est une histoire vraie et c'est l'histoire de Richard Curtis. Je continue à trouver ça un petit peu glauque. Mais bon. D'ailleurs, cette scène avec les pancartes, apparemment, ce serait inspiré du clip de Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues. Je ne connaissais pas du tout ce titre et je viens de découvrir le clip. Donc c'est juste un mec qui tient des pancartes et qui les change. Mais voilà, c'est de là que vient cette idée-là en tout cas. Il faut savoir que le rôle joué par Rowan Atkinson, qui ne fait partie d'aucun couple, Rowan Atkinson, en fait, qui est Mr. Bean, voilà, pour que vous resituez un peu la personne. Je vais l'appeler Mr. Bean pour la suite, d'ailleurs, ça sera plus simple. Mais en gros, du coup, Mr. Bean, entre guillemets, devait jouer, interprète une sorte d'ange gardien dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui, par exemple, va ralentir en fait Alan Rickman au moment où il achète le bijou, et c'est lui aussi qui va permettre à l'enfant qui va rejoindre Johanna, à l'enfant qui va rejoindre son crush à l'aéroport, de passer les barrières de sécurité malgré lui entre guillemets. Donc du coup je trouvais ça assez intéressant, j'avais pas du tout analysé ça comme ça, je le voyais juste en tant que tiens c'est marrant, c'est encore lui qui prend. Mais il avait été vraiment envisagé qu'il ait des ailes et qu'il soit vraiment considéré en tant qu'ange. Mais apparemment Richard Curtis aurait dit que vu qu'il y a tellement d'histoires que c'est assez difficile à suivre, ça aurait été un peu trop rajouter un petit peu de la complexité, alors qu'au final c'est pas forcément utile. Encore une autre petite histoire que je trouvais plutôt amusante, qui est plutôt facilement observable dans le film en fait, mais moi je m'en étais pas du tout rendu compte. Le film, vu qu'il est très très riche en plein de petits détails, on peut pas tout voir au premier abord. Et Daniel, donc le père du petit garçon qui va faire la course-poursuite dans l'aéroport, etc., dit que à un moment il referait peut-être sa vie avec Claudia Schiffer s'il avait la possibilité de. Et le fait est qu'à la fin du film, on voit en fait Claudia Schiffer qui joue pas forcément son propre rôle, mais qui joue une mère, etc. Mais en tout cas, donc le rôle a été donné à Claudia Schiffer et Daniel a un petit coup de foudre pour l'amie Claudia. Voilà. Il faut aussi savoir que donc du coup Daniel, en fait sa femme est morte et c'est pour ça que du coup il a du mal un petit peu à s'en remettre et à se dire que potentiellement il pourrait avoir une nouvelle vie après ça. Mais donc du coup le rôle de sa femme justement a été donné à une ex de Richard Curtis. Enfin, elle n'a pas forcément eu de rôle à proprement parler vu qu'il y a juste eu ses photos. Mais donc du coup c'était une ex de Richard Curtis que Richard Curtis a recontacté. Ils sont encore restés très, très amis, encore de l'affection l'un envers l'autre, mais sans que ce soit forcément de l'amour. Mais voilà.
En gros, Richard Curtis lui a juste dit prends les plus belles photos de toi et je les mettrai dans mon film en tant que ce rôle-là, quoi. Et d'ailleurs, j'ai été mauvaise langue, mais de base, il était censé y avoir 2 autres couples d'amoureux. Un qui se passe en Afrique et c'est un couple qui va en fait partir d'Afrique pour échapper à la famine. Je sais pas où exactement en Afrique, etc. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais enfin potentiellement ça aurait permis d'avoir des rôles avec des personnes noires. Après, est-ce que ça serait pas des rôles un peu trop clichés parce que en Angleterre, en fait, il y a des personnes racisées, donc ils auraient pu déjà en fait les mettre dans des rôles, voilà. Et il y avait aussi un couple de femmes, de deux femmes, dont une avait un cancer, je crois que c'était ça en gros l'histoire. Mais bon, voilà, au moins ça aurait fait un peu moins hétéro. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a un Love Actually 2, mais c'est un court-métrage en fait qui a été diffusé en 2017, en mai 2017, d'après ce que je vois, euh, en, pour en tout cas le Red Nose Day, qui est une organisation à but non lucratif, donc une espèce d'association pour lutter contre la famine en Éthiopie, pour lutter contre les enfants en précarité, etc., etc. Et entre autres, là, cette année-là, ils ont récolté 80 millions d'euros avec, donc du coup, Love Actually cette espèce de court-métrage-là. D'après ce que je viens de lire, d'ailleurs, Andrew Lincoln n'aimerait pas non plus la scène des pancartes. Andrew Lincoln, c'est lui qui interprète Mark et qui change les pancartes face à Keira Knightley. Et donc apparemment, lui aussi, il trouve que c'est un peu flippant de faire ça. Enfin voilà, c'est un film avec du coup pas mal d'acteurs et donc un gros casting, donc je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Et j'ai pas envie que ce soit trop long. Je pense qu'en faisant vos petites recherches, vous pourriez trouver encore plein de petites choses à dire et à rajouter là-dessus. Mais moi, pour ce soir, je vous laisse. Et je vous dis à demain pour un nouveau film. Bisous. Est-ce que j'ai encore oublié de faire les stories d'aujourd'hui? Oui, peut-être. Bon, eh bien, allons-y. Le film d'aujourd'hui, c'est 8 femmes de François Ozon. Alors, c'est un très bon film français. Voilà, j'ai décidé de le prendre lui plutôt que Le Père Noël est une ordure parce que je pense qu'on a tous ras le cul de ce film-là. Mais 8 femmes, entre autres, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre de Robert Thomas. C'est un huis clos, donc, vu que ça se passe dans une seule pièce. Et ça parle du coup de 8 femmes lors du réveillon de Noël qui vont se rendre compte que le père de famille, on va dire, le patriarche, est mort. Alors bon, je vais revenir un petit peu plus sur François Ozon, Robert Thomas, etc., etc. Mais d'abord, je vais vous présenter le casting, qui est un casting... Entre autres, excusez-moi, je reprends mes petites notes si je les retrouve. Mon Dieu, bien sûr, je ne suis pas sur le bon onglet. La distribution, oui, il est où? Je vais y arriver, hein. Voilà. Donc au niveau de la distribution, on a Catherine Deneuve. Bon, déjà, ça place le truc là. Fanny Ardant, qui est... Oh mon Dieu. C'est Fanny Ardant. Isabelle Huppert. Voilà. Ludivine Sagnier. Virginie Ledoyen. Emmanuel Béard. Daniel Darieux. Et Firmine Richard. Il faut savoir aussi, bon, je vais vous présenter un petit peu ce casting d'exception, on va dire, sans compter le fait que j'imagine que vous les connaissez. Catherine Deneuve est quand même quelqu'un d'assez connu, par exemple. Donc Catherine Deneuve, moi je l'ai connue en particulier en tant que égérie de Jacques Demy, donc qui a fait Les Parapluies de Cherbourg, qui a fait Peau d'âne, qui a fait tout un tas de films en fait français. J'ai mon chat qui fait là du bruit à côté, tout va bien. François Truffaut aussi, elle a pas mal été l'égérie de ce réalisateur-là. Et puis elle en a fait d'autres, entre autres, mais je vais même pas vous citer tellement elle en a fait des tonnes et des tonnes. C'est-à-dire qu'elle a fait quand même, c'est un grand visage quand même de la nouvelle vague française. Voilà, normalement Catherine Deneuve, vous avez. Fanny Ardant, c'est pareil. Alors après Fanny Ardant, je l'ai vue dans moins de films que Catherine Deneuve. Non pas qu'elle a fait moins de films, c'est moi personnellement qui l'ai vue dans moins de films que Catherine Deneuve. Et pour cause, en fait, l'un des seuls films
où j'ai vu Catherine Deneuve, c'est La Belle Époque de Nicolas Bedos. Et d'ailleurs, ce film est fantastique. Fanny Ardant est... Bon, c'est un fantasme pour moi, Fanny Ardant. Hein. Cette femme est magnifique, elle a un sourire, mais on peut pas rêver mieux, quoi. Mais Fanny Ardant, voilà. Je me suis fait mal à la main, si jamais vous me posiez la question. Isabelle Huppert, c'est l'un des grands noms du cinéma français, donc, et c'est même sans ça l'une des actrices les plus prolifiques en fait du métier. C'est-à-dire qu'elle a tendance à faire 2 à 3 films par an, ce qui est énorme. Donc pareil, Isabelle Huppert, c'est un grand nom du cinéma. C'est-à-dire que si vous ne la connaissez pas, intéressez-vous à elle. Elle a entre autres joué donc, dans beaucoup de films français, mais aussi dans des films américains, italiens, etc. Dont des films d'Otto Preminger, donc un réalisateur dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt. En sachant qu'Isabelle Huppert, moi je connais pas énormément sa filmographie parce que malheureusement je regarde pas énormément de films français, même si je pense qu'il y en a des très bien et il faut arrêter de penser que le cinéma français est un cinéma de merde. C'est pas vrai. Et en particulier, en plus de ça, je trouve que dans l'animation, on est vraiment pas mal. En sachant que tous les animateurs qui sont à Pixar, etc., la plupart viennent de France. Donc bon, voilà. Mais bref, entre autres, je l'ai vu dans Madame Hyde, qui est donc une réinterprétation du Dr Jekyll et Mr Hyde. Et c'est une tannée à regarder. Enfin là, pour le coup, c'est vraiment un bon gros film français, vraiment un peu lourdingue, voilà. Donc elle n'a pas joué que dans des rôles, des trucs que moi. Mais en tout cas, elle a joué dans 8 femmes, film que j'adore. Et entre autres, elle fait pas mal de voix françaises pour les films d'animation de Wes Anderson. Je peux au moins lui donner ça. Ensuite, on a Ludivine Sagné, qui est beaucoup moins connue que les 3 précédentes dont je vous ai parlé, Fanny Ardant, Catherine Deneuve, etc. etc. En sachant qu'en fait, Ludivine Sagné, je vous en parle parce que je vous en ai déjà parlé. Et ben, entre autres, dans le film Klaus, c'est elle qui fait le doublage en fait de l'institutrice. Et en fait, c'est en regardant sur Wikipédia que je l'ai reconnue, que j'ai fait. Mais bah, en fait, elle joue dans 8 femmes. Et d'ailleurs, elle joue dans pas mal de films de François Ozon, dont Swimming Pool et Goutte d'eau sur Pierre Brûlante. Voilà, donc vous saurez que c'est une habituée de François Ozon. Bon, pareil, Emmanuelle Béard, c'est un grand nom du cinéma français. Moi, je la connais surtout pour son rôle dans Manon des Sources, qui est pas forcément le meilleur opus des 2 films. Il y a Manon des Sources et celui d'avant, c'est... on va y arriver. Jean de Florette. Je préfère Jean de Florette à Manon des Sources. Mais bon, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, Emmanuelle Béard, elle a une carrière en France, aux États-Unis, etc., etc., etc. Donc c'est aussi un grand nom du cinéma français qu'il faut connaître, etc. Et nous avons Danielle Darrieux. Donc Danielle Darrieux est aussi un grand nom du cinéma français. Elle a joué dans plus de 110 films sur 8 décennies, donc bien 80 ans. D'ailleurs, elle est morte à 100 ans. Le 17 octobre 2017, malheureusement, donc elle nous a quittés. Donc c'est Danielle Darrieux, elle est énormément connue, je pense, pour des films bien plus vieux et que je ne connais pas personnellement. Comme dit le cinéma français, c'est pas une spécialité pour moi. Pour autant, je peux vous dire qu'elle a joué dans un film qui sont Les Demoiselles de Rochefort, donc elle a en commun avec notre amie Catherine Deneuve. Et Firmin Richard, que je connaissais pas forcément, mais je pars du principe, en fait, c'est l'une des seules personnes de couleur donc, dans ce casting. Mais bon, pour le coup, autant en parler, quoi. Je la connaissais pas forcément, mais j'ai appris qu'elle a joué entre autres dans Romuald et Juliette, un film de Colline Serrault. Colline Serrault qui est une réalisatrice française qui est magnifique, qui mérite toute votre attention. Vraiment, déjà c'est une réalisatrice, c'est pas un réalisateur. Et ça, c'est suffisamment rare pour que ce soit notable. Donc bon, ça mérite un petit peu le pas. Et Colline Serrault était très 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 en avance sur tout un tas de sujets comme l'écologie, le féminisme, etc., etc. En sachant que la plupart de ses films sont sortis dans les années 90. Voilà. Bref, une petite parenthèse. Et puis en plus de ça, Firmin Richard, apparemment, c'est aussi une femme politique. Donc peut-être que ça mérite d'être un peu plus creusé. Bon, donc on va arrêter un petit peu sur le casting. On va reprendre plus ou moins sur... le réalisateur, Robert Thomas, etc. Alors Robert Thomas, j'en sais pas grand-chose, mais c'est un auteur dramatique, comédien, metteur en scène, un réalisateur français. Au niveau de ses films, j'en connais pas des masses qu'il ait fait. Et au niveau de ses pièces qu'il a pu écrire ou ses livres qu'il a pu écrire,
J'en connais pas non plus. Voilà, c'était passionnant, hein. Intéressant de parler de Robert Thomas. Bon, et bien maintenant parlons de François Ozon. François Ozon est un réalisateur français. Moi je le connais personnellement, principalement pour 8 femmes et grâce à Dieu, si un jour vous voulez le voir, prenez le temps. Voilà, parce que il est très dur à regarder, il est très bon, ça on peut pas lui retirer, c'est un très bon film, etc. Mais vraiment très très dur à regarder puisqu'il s'agit en fait d'un film qui parle des affaires de pédophilie en France au niveau de la chrétienté et donc des curés, etc., etc. Et donc entre autres sur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur le mec à Lyon qui a protégé du coup en fait tous les curés et toutes les personnes de l'église inculpées en fait dans justement des affaires de pédophilie. Ce qu'il est entre guillemets intéressant de savoir, c'est qu'il est homosexuel, donc du coup potentiellement l'image de la femme qu'il y a entre autres dans 8 femmes n'est pas non plus trop pervertie par le male gaze, c'est-à-dire que lui il va pas non plus elles sont quand même sexualisées, etc. Mais je les trouve plus naturelles en tout cas que ce qui a pu être fait comme démonstration des femmes, on va dire. Donc c'est assez intéressant. Et puis même sans ça, dans été 85 par exemple, que je dois toujours voir, il raconte en fait sa propre histoire. Et donc du coup c'est une histoire sur un jeune qui se découvre homosexuel, etc., etc. Je n'ai pas vu le film, donc si ça se trouve, je vous dis de la merde. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un film LGBT. Voilà. Et d'ailleurs, dans 8 femmes, ce qui est aussi important à dire, il y a des tensions lesbiennes dedans. Donc, il connaît un petit peu son sujet et ça peut être intéressant en fait de le regarder parce que justement, il fait partie de la communauté. Autre chose, il faut savoir que 8 femmes, donc ça c'est le nom de la pièce de théâtre écrite par Robert Thomas, a déjà eu une interprétation, voilà, je vais y arriver, qui s'appelle La Nuit des Suspects, donc qui est la première interprétation filmographique qui a été faite, qui est sortie en 1960 et qui est réalisée par Victor Miranda. Voilà, je dis pas que c'est passionnant, mais c'est sympa. Je vais vous parler un petit peu de toutes les particularités qu'a le film 8 femmes de François Ozon. Il faut déjà savoir qu'au niveau des personnages, chaque personnage a une fleur et une couleur qui lui est attribuée. Donc, par exemple, Catherine Deneuve, qui est la mère de famille et celle qui est un peu attirée par l'argent, attirée par... qui s'est mariée, en fait, à l'homme qui est mort par besoin, en fait, par nécessité, et en sachant que cette famille est très riche, d'ailleurs. Donc, du coup, c'est joué par Catherine Deneuve, et sa fleur, c'est l'orchidée Ascenlia africana, une orchidée qui a des motifs de léopard, et donc, du coup, sa couleur, entre guillemets, c'est le léopard. Donc du coup, ça va se représenter sur les vêtements qu'elle va porter, entre autres sur son manteau, je crois, ou quelque chose du genre. Voilà. Fanny Ardant qui joue le rôle de le rôle de la sœur de celui qui se fait tuer, est en rouge parce qu'en fait, elle utilise énormément son corps pour avoir des faveurs, avoir des voilà, et donc du coup le rouge, le rouge est la symbolique de la passion, c'est un rouge physique qui représente l'amour passionnel et charnel. D'ailleurs, sa fleur, c'est une rose rouge, assez logique. Pour Isabelle Huppert, donc, qui joue la sœur de Catherine Deneuve, on va y arriver, c'est des liens de famille, mais on va s'en sortir. C'est le fruit de roucou et sa couleur c'est le brun qui est en fait un brun de frustration et de refoulement parce qu'en fait elle n'a jamais pu avoir la même vie que sa sœur qui elle a eu l'opulence etc et elle n'a rien de tout ça et d'ailleurs est encore vierge. Ludivine Sagné, sa couleur c'est la marguerite, sa fleur c'est la marguerite et sa couleur c'est le vert. Le vert qui représente l'innocence et la jeunesse. En même temps la marguerite ça représente un peu ça représente un peu cette fleur qu'on adore lorsqu'on est enfant etc. Et d'ailleurs, Ludivine Sagné joue l'une des filles de Catherine Deneuve. Et la seconde fille de Catherine Deneuve, c'est jouée par Virginie Ledoyen, qui est une rose, et sa couleur est le rose. Mon Dieu, mais où allons-nous? Qui représente l'amour véritable. Voilà. En sachant qu'il y a un peu un truc bizarre dans le film que j'ai pas bien compris, mais j'aimerais pas trop vous spoiler parce que ça fait partie des révélations du film, mais il y a un truc un peu bizarre. Donc si quelqu'un a déjà vu le film et va en parler avec moi, je suis open. Voilà. Concernant Emmanuelle Béard, qui est la servante dans ce film et l'amante du mec qui s'est
Donc du coup, l'amante du mec qui s'est fait tuer est la servante en général. Et à mon avis, c'est aussi l'amante de Catherine Deneuve, donc de la femme. Mais bon, ça, c'est pas très clair. Mais je vous dis, il y a des petites tensions lesbiennes là-dedans. Donc c'est un petit peu tricky. Bref, Emmanuel Béard, donc sa fleur, c'est l'orchidée papillon blanche. Et sa couleur, c'est le blanc, puis le noir. Une fois qu'elle a pu le tablier, qu'elle a pu ses trucs. Et le noir, ça représente la beauté absolue et le mystère. Et concernant Daniel Darieux, qui a une pensée, sa couleur c'est le violet. Le violet qui représente la nostalgie et la mort. Voilà. Ah oui, et Daniel Darieux, c'est la mère de Catherine Deneuve et de Isabelle Huppert. C'est la mère des deux sœurs. Enfin, des deux sœurs âgées. Voilà, donc il y a la grand-mère, il y a les deux sœurs. Une des sœurs s'est mariée avec un mec qui a comme amante, voilà, qui a comme sœur Fanny Ardant. Et ils ont eu en mariage 2 autres filles. Et sinon, donc du coup, après Emmanuel Béard, il y a. Après Daniel Darieux, il y a Firmin Richard, donc, où en fait, c'est un peu. Il y a la servante, mais elle serait un peu l'intendante de maison, on va dire. Et donc, sa couleur à elle, c'est le jaune, et sa fleur, c'est le jaune. Et pareil, elle a une relation avec Fanny Ardant. Et Fanny Ardant et Catherine Deneuve sont un peu en bisbille aussi, en mode voilà. Donc du coup, Firmin Richard, donc Madame Chanel, sa couleur c'est le jaune et ça représente le soleil, mais aussi l'orgueil. Voilà. Il faut aussi savoir que dans le film, en fait, chaque personnage a une chanson qui lui est allouée. Donc du coup, c'est une comédie musicale et les chansons sont un peu... Enfin, c'est des chansons françaises, donc on connaît déjà tous, quasiment tous et tous. Message personnel, toi, mon amour, mon ami, pile ou face, il n'y a pas d'amour heureux, etc. Et toutes ces chansons sont interprétées par les actrices qui jouent dans le film. Et d'ailleurs, le personnage du père, du mari, etc., enfin, donc le seul personnage masculin qu'on trouve dans le film, n'apparaît quasiment pas. C'est-à-dire qu'on le voit vraiment que de dos et il est pratiquement jamais là. Voilà. Au niveau du film, François Ozon, ça faisait un petit moment en fait qu'il voulait un film avec que des personnages féminins en tant que personnages principaux. Et c'est l'agent Dominique Besnehard, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas, je vais vérifier qui c'est vite fait, mais bon voilà, qui lui fait découvrir la pièce Fille Femme, écrite donc par Robert Thomas. Alors d'ailleurs, il faut savoir que Emmanuel Béard, de base, devait avoir le rôle de Fanny Ardant. Alors Emmanuel Béard dit d'ailleurs, et là je vais la citer, François Ozon m'avait réservé le rôle de la pute, il me propose finalement le rôle de la bonne, j'aime bien ce côté maso sadique voyeur, mais je ne la trouve pas à la hauteur des autres personnages. Il a rectifié 2 ou 3 phrases, ça a tout changé. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film, vraiment allez le regarder, ça vaut le détour et il est juste très agréable à regarder, très, très facile, etc. Et au moins, il y a un vrai film avec des rôles féminins. Et ça nous change un tout petit peu. Même si, bon, les rôles féminins parlent un peu systématiquement d'un mec et que tout leur rôle tourne autour d'un seul gars, ça n'empêche qu'au moins, il y a vraiment un film avec que des femmes. Et ça fait un petit peu du bien à voir aussi. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouveau film. Bisous! Et oui, je suis de retour. Ne pensez pas que j'allais vous abandonner comme ça. Non. Nouveau film donc de Noël pour ce calendrier de l'Avent. Et on va parler d'Elf. Enfin, du film qui s'appelle Elf. Alors, déjà de base, juste pour information, le film est pas bon. Du tout. Là, pour le coup, je vous ai parlé aussi de films qui étaient vraiment pas top. Non, là, le film est carrément pas bon. C'est-à-dire que vraiment... Pourtant, je suis de bonne foi et j'ai regardé des films vraiment pas ouf durant ce calendrier de l'Avent et je l'accepte et ça fait partie des films de Noël où tu te dis, bon, bah c'est pas grave, c'est un film de Noël, je suis là juste pour passer un bon moment. Bah, je me suis fait chier, c'est-à-dire que je n'ai même pas fini le film tellement je me suis emmerdée. Donc bon, il y a un vrai problème de rythme dans le film, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'es là, tu fais, non, ok, c'est bon, l'histoire elle avance là ou pas, enfin, ok, il y a certaines blagues qui sont drôles, mais ça te fait pas tenir en fait le film. Vraiment pas. Alors, au niveau de sa filmo, c'est personnellement une filmographie qui ne me donne pas du tout envie. C'est-à-dire on a Elf, avant le film je le connais pas. On a Iron Man et Iron Man 2, sachant que, bon,
C'est plus ou moins les bons des films Avengers, enfin de la truc Marvel, que moi je n'aime pas du tout. C'est-à-dire que je pars du principe qu'en vrai c'est du gros divertissement qui moi me correspond pas du tout. Je comprends qu'il y en ait des qui puissent adhérer, mais moi ça ne me correspond vraiment pas. Mais c'est du bon divertissement, enfin voilà, enfin, c'est du divertissement qui fonctionne en tout cas. Par la suite, il y a Cowboy et Envahisseur. Voilà. Ensuite, il y a le Livre de la jungle et le Roi Lion. Pas les versions dessins animés, non, non, les remakes filmés. Déjà que de base, je suis un peu contre cet effet de on va ressortir un film en version live. Alors que c'est les mêmes films a priori, il y a vraiment rien qui a changé. En plus de ça, il y a un casting qui est foncièrement juste là pour attraper, pour aguicher les gens. Et pas que je suis un peu contre, mais que je suis en fait carrément contre. Donc bon. Encore pour autant, j'ai bien aimé les 101 Dalmatiens version live. Avec Glenn Close, Gérard Depardieu, enfin je sais même pas s'il fait pas partie du 2, enfin bref. Mais vraiment, en tout cas, en plus de ça, ceux avec les animaux, il y a un moment où tu... en plus de ça, c'est même pas des acteurs qui le rejouent, c'est du faux live, parce que en fait, c'est de l'animation. Il faut savoir que c'est de l'animation 3D. C'est juste pour regarder un film en version réaliste, quoi. Et qui va mal vieillir en plus. Donc vraiment, je ne comprends pas. C'est un principe que... Comme vous aurez pu le constater, je suis là pour rager principalement. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même vous parler un petit peu de tout ça et quand même donner des petites anecdotes, donner des petits trucs, etc. Je suis pas là que pour aller, promis. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est un acteur et il a tendance à se faire, à se donner des rôles dans ses propres films. Et, enfin, en tout cas dans Elf, si, c'est ça. Il joue enfin, il se fait lui-même jouer dans le film et il joue le docteur qui ausculte le personnage. D'ailleurs, je vous ai pas du tout parlé de l'histoire. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, il joue dans son propre film. Et du coup, le docteur, je vais vous l'introduire quand je vais vous raconter l'histoire. Enfin bref, là, de ce que je lis, il joue pas forcément des très grands rôles. Enfin, après, peut-être que je peux me tromper aussi, qu'il a eu un grand rôle et qu'en fait tout le monde le connaît à ce moment-là, mais à coup de pas. Mais voilà. En tout cas, il a tendance, désolé pour le son, à se donner des petits rôles dans ses propres films. D'ailleurs, concernant le film, mais quelle en est donc l'histoire? L'histoire, c'est un orphelin qui, sans le faire exprès, entre dans la hotte du Père Noël le jour où il passe et qui se fait donc ramener dans le pôle Nord. Et donc dans le pôle Nord, en fait, le Père Noël avait le choix entre le ramener et le ramener dans l'orphelinat et le laisser au pôle Nord. Et en fait, c'est un elfe qui l'éduque, etc. Et donc du coup, il se retrouve à être un humain au pays des elfes. Mais un jour, il apprend que son père n'est pas son vrai père et que en fait, il est humain. Et donc, du coup, il va chercher son vrai père, mais son vrai père, il fait partie de la liste des méchants. Donc, du coup, c'est un peu particulier et ça va être un peu tout l'apprentissage du père aussi à devenir gentil ou je sais pas quoi. Alors, comme je dis, j'ai pas regardé la fin, donc voilà. Mais bref, quoi. Et donc, du coup, c'est un peu un humain, un elfe dans le monde des humains, enfin, un elfe dans le corps d'un humain, mais en même temps. Enfin, en fait, on dirait un enfant juste dans le corps d'un homme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans la nuance dire, dans certains autres films, les elfes, ils ont une personnalité. Là, c'est... Enfin, même si les enfants aussi ont une personnalité, mais là, c'est une caricature d'enfant dans un corps d'homme. Une caricature d'enfant dans un corps d'homme qui aime beaucoup Noël. Enfin voilà, comme je vous ai expliqué, il y a des gags qui marchent bien, il y a des fois où j'ai rigolé, etc. Mais ça traîne vraiment en longueur et puis bon, en plus de ça, il y a les codes qui sont utilisés, réutilisés, réutilisés dans tous les films de Noël, enfin, même dans tous les films américains, j'ai l'impression, mais voilà. Bref, sur ce, parlons un petit peu du casting. Alors, donc du coup, en premier rôle, il y a Will Ferrell. Désolée, en fait, j'avais Steve Carell en fait dans la tête et donc du coup, mon cerveau a un petit peu bugué et donc du coup, j'allais dire Will Carell, sauf que non, c'est bien Will Ferrell, je vérifie au cas où. Et Will Ferrell, il est très connu en tant enfin, pour faire des rôles comiques et humoristiques. Entre autres, moi, je l'ai connu en dehors de ces films comiques grands, enfin, de ces grands films comiques justement, en fait, très américains, etc. Moi, je l'ai entre autres connu pour The Lego Movie et entre autres pour
un film d'animation que je vais vous retrouver un peu plus tard, qui est un de mes films d'animation préférés, qui a totalement bidé, mais enfin, moi je l'aime trop, il est vraiment marrant. Et donc du coup, Will Ferrell, il fait entre autres partie du frat pack, avec des acteurs comiques hollywoodiens justement qui font un peu partie de cette même génération. Je vais vous les énumérer après, vous allez vite comprendre de qui il s'agit. Donc le frat pack, c'est ça, frat pack, je vais vous l'écrire là. C'est Ben Stiller, Vince Vaughn, Jack Black, Steve Carell et les frères Owen et Luke Wilson. Sachant que je ne savais même pas que Owen Wilson et Luke Wilson étaient frères. Voilà, eh bien, ils ont le même nom de famille pourtant, mais bon, Wilson, c'est courant, on va dire, aux États-Unis, donc bon, je sais pas. Qu'importe, mais voilà, il fait entre autres partie de ça, et oui, c'est un grand acteur comique des années 2000, entre autres, j'ai l'impression en tout cas. Will Ferrell s'est donc fait connaître en fait de base par le Saturday Night Live, je vais y arriver, Saturday Night Live, et il a été très connu pour ses improvisations qu'il pouvait faire sur scène. Et d'ailleurs, un des films qu'il a fait percer pour une carrière vraiment au cinéma, c'est un film qu'il fait avec Mike Myers, Austin Powers, où il fait en fait l'assistant du docteur d'enfer. Voilà, excusez-moi, j'étais pas sûre du nom. Mais donc c'est un des premiers rôles qu'il a fait sortir du cinéma, et par la suite en fait il a cumulé plusieurs films comiques plutôt cultes, en tout cas aux États-Unis. J'ai l'impression que beaucoup moins en France, mais aux États-Unis il a vraiment des films cultes. Il me semble qu'il y a Anchorman, Anchorman, entre autres de très connus dans ces films. Mais voilà, je vais essayer de vous en prendre plusieurs. Comme dit, je les connais pas forcément tous, mais je pense qu'il y en a certains qui vous feront écho. Donc, comme je vous l'ai cité, il y avait bien sûr Anchorman, en français présentateur vedette, la légende de Ron Burgundy. Voilà, c'est pas forcément un film que j'ai vu. Il y a aussi Zoolander où il y a Ben Stiller et etc. dedans. Enfin voilà, ça fait partie en fait de ces gros films cultes que Will Ferrell a fait. Et Elf aussi en fait partie, mais pour le coup vraiment, c'était long à niveau. Et d'ailleurs apparemment il a pas mal travaillé avec Adam McKay. Pour la suite, j'en sais pas forcément plus d'ailleurs. Je ne sais pas forcément qui est cette personne, mais voilà. Bon, il a l'air d'avoir fait des films principalement avec Will Ferrell, et il a l'air d'avoir fait principalement des films à but comique. Voilà. Et le film d'animation que j'aime bien et qui est de DreamWorks, c'est Megamind. Sincèrement, il est bien ce film. Il n'est pas forcément très... Enfin, il est bien noté, hein. C'est un film qui a un bon divertissement, etc. C'est pas non plus un chef-d'œuvre du cinéma. Mais sincèrement, c'est un bon divertissement à voir, et moi, il me fait à chaque fois plaisir à chaque fois que je le vois. D'ailleurs, il est sur Netflix, donc si jamais. Pour le reste du casting, on a Zooey Deschanel. Je suis pas sûre de bien prononcer son nom, mais enfin bon, voilà. Elle a entre autres été actrice dans une série, donc New Girl. Elle a aussi fait la meuf dans 500 jours ensemble, donc dans Elf, et dans Yes Man. Voilà. Dans Elf, elle est blonde, mais en vrai, elle est brune de chez brune, donc voilà. Et sinon, le Père Noël est interprété par Edward Asner. Je le connais pas forcément, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui fait Carl Fredricksen, le grand-père dans Là-haut. C'est lui qui fait son doublage original. Je trouvais ça marrant. Dans un beaucoup plus petit rôle, et je pense... je l'ai même pas vu pour être honnête. Je pense que de toute façon, si je l'avais vu, je l'aurais reconnu tout de suite. Mais il s'agit de Peter Dinklage. Et il a joué Miles Finch. Comme dit, je ne saurais même pas quel rôle c'est dans le film, mais il est dedans, en tout cas. Voilà, donc c'est un de ses premiers rôles, j'imagine, un de ses petits rôles, en tout cas. Et j'étais assez surpris de savoir qu'il était dedans. Donc voilà, il joue dans Elf. Peter Dinklage, c'est Tyrion dans Game of Thrones, pour ceux qui ne savaient pas qui c'était. Par contre, il n'y a pas que le casting américain dont j'aimerais vous parler, il y a aussi les doubleurs qui sont français, donc, et entre autres de Bernard Allan, qui fait la voix donc, de Will Ferrell et donc de Buddy, je crois que c'est ça, l'elfe. Entre autres, il fait la voix assez récurrente de Stanley Tucci. Et Stanley Tucci, vous voyez Le Diable s'habille en Prada, le seul mec qui a de l'intérêt dans Le Diable s'habille en Prada.
c'est-à-dire celui qui est joué donc par Stanley Tucci. Dès que j'ai vu le film, ça m'a vraiment interloqué car il joue très souvent des personnages cyniques, pas forcément aussi édulcorés que le personnage que joue Will Ferrell. Donc du coup, j'ai vraiment bugué par rapport à ça. Mais j'adore ce doubleur qui est ultra excentrique, pardon. Je l'aime vraiment énormément. Après, il a fait plein de doublages dans Disney. Après, le truc, c'est que ça fait aussi partie il y a eu plusieurs doublages dans Disney, en particulier sur les vieux films. Par exemple, il joue Hatchoum dans Blanche-Neige, mais c'est le 3e doublage. Donc, j'ai pas forcément envie de vous parler de ça. Il joue souvent Maître Hibou dans les films Winnie l'ourson. Touk 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 touk. Dans La Planète au Trésor, dont je vous ai déjà parlé dans un autre truc, il joue le docteur Delbert, que je vous ai d'ailleurs déjà montré. Je trouve que c'est plutôt ironique de le retrouver là-dedans. Je cherche. Winnie l'ourson, ça je vous en ai parlé. Dans Le Bossu de Notre-Dame, c'est lui qui fait Clopin, celui qui chante au début, qui fait c'est comme ça. Parce qu'il est chanteur aussi, accessoirement. J'essaie de vous en trouver d'autres. Dans La Reine des Neiges, il joue le duc Wesselton, et dans les nouveaux Astérix, ceux que fait par Alexandre Astier, c'est lui qui double la voix de Panoramix. Voilà. J'allais oublier quelque chose. Un personnage que j'adore dans Aladdin, au début, il y a un mec qui chante. Mais vraiment, au début, le nom du personnage, c'est le colporteur. Bah, c'est lui qui fait la voix. Vous savez, le petit mec qui fait. Impeccable. Cassé. Voilà, c'est lui. Pour dire que ce mec a une voix ultra reconnaissable et. J'adore sa voix, j'adore le ton qu'il met dans ce qu'il fait, etc. Je surkiffe. Ensuite, j'aimerais juste vous parler très très rapidement, parce que ça me fait rire de trouver des trucs que j'ai déjà dit dans les anecdotes qui se croisent. Mais il y a le doubleur du vrai père donc de Will Ferrell, donc de Buddy, qui s'appelle Walter d'ailleurs. Et en fait, le doubleur français donc, qui incarne Walter, c'est le doubleur qui double dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, le docteur Finkelstein. Donc le docteur qui a fait Sally. Voilà, c'était marrant. Bien sûr, nous retrouvons le regretté Roger Carrel qui joue le père adoptif de Buddy. Voilà, Roger Carrel, je ne le présente plus. Jiminy Cricket, Astérix, il a fait plein. Enfin, vous reconnaîtrez sa voix de toute façon. Roger Carrel. Voilà tout pour le casting des doublages. Maintenant, je vais passer aux anecdotes. Pour une fois, le film a été tourné pendant la période de Noël. Ce qui a posé quelques problèmes, entre autres dans les décors réels, parce qu'ils ont travaillé, entre autres, dans des décors réels qu'il y a à New York, dont Central Park. Et Central Park, pendant la période de Noël, c'était pas facile. Apparemment, de ce qu'ils disent, la citation, c'est « Nous racontions un conte et c'était un cauchemar ». Voilà. C'est une phrase de Jon Favreau, le réalisateur. Il faut d'ailleurs savoir que les autres décors ont été tournés au Canada. Au Canada, en fait, ça allait tous les décors de type usine de Noël, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 semaines de gros tournage à New York, et puis après, le reste a été tourné au Canada, donc c'était toutes les scènes où il y avait les elfes, etc., où il y avait le Père Noël et tout. Et en fait, c'est des scènes qui ont demandé des décors beaucoup plus compliqués à faire, en sachant que de toute façon, New York, les décors étaient déjà faits, entre guillemets. Mais ça a été très compliqué à faire parce qu'en fait, Jon Favreau a utilisé de la perspective forcée pour que, en fait, Will Ferrell paraisse beaucoup plus grand que les autres personnages. Donc forcément, il fallait jouer un petit peu sur les axes de perspective pour donner cette impression qu'il était beaucoup plus grand. D'où le fait que, en fait, les décors étaient beaucoup plus longs que la normale. Et voilà. Dernière petite anecdote qui est pas non plus, voilà. Zooey Deschanel interprète une personne qui de base dit ne pas aimer chanter, mais en fait c'est quelqu'un qui chante très bien, blablabla. Bla, bla, bla. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est elle qui interprète elle-même les chansons. Bref, moi j'ai fini pour aujourd'hui. De toute façon, je crois que mon chat m'appelle. Oui. Donc je vais vous laisser et je vous dis à demain pour un nouveau film. Bisous.